Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission n'a jamais fait l'objet d'une perquisition du FBI. Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Et là, j'avais dit, dans la dernière émission, j'ai trouvé une nouvelle intro. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de nouvelle intro, Hélène, pour te présenter. Donc, ben oui, regarde, je fais partie de l'élite américaine. Je suis un homme blanc. Mais quand même, j'ai réussi à avoir une petite différence. Hélène Bernardo avec nous, co-animatrice de toujours. Bonsoir. Merci d'être là. Un plaisir. J'ai pas le choix, c'est chez nous. C'est vrai. Ben, t'aurais pu nous laisser les clés, mais c'est mieux quand même que tu sois là. Et cette semaine, on va parler des États-Unis. Et pour en parler, on a un invité quand même de marque. Oui, on est avec Victor Bardot-Bourgeois, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Ça mange quoi en hiver? Ça fait long à écrire dans sa signature de courriel, ça c'est sûr. Victor, merci d'être là. Tu es spécialiste de la politique américaine et plus spécifiquement du conservatisme américain. Il y a beaucoup de choses à dire en relation avec l'actualité ou pas d'ailleurs. Il y a toujours beaucoup de choses à dire sur les États-Unis de manière générale. Fait qu'on va avoir une belle émission bien dense et complexe comme on les aime. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être parler de ce qu'on boit ce soir. Vous allez dire de quoi qu'on boit qui est dense et complexe? C'est aussi dense et complexe, Ah ben, c'est vrai, c'est bien trouvé. Bien, ça n'a aucun rapport avec les États-Unis, ça s'appelle Médiéval, puis c'est un hydromel qui est un alcool millénaire. De miel, dans le fond. Exactement. C'est fait par Intermiel, qui est une compagnie du Québec, et plus précisément de la région de Mirabel. C'est bon. C'est très bon, très sucré. C'est un petit vin liquoreux qui va se boire sur glace comme ça. Comme tu disais, très dense et complexe. C'est un alcool vieilli, sucré, très agréable. Puis ça s'appelle Médiéval, fait que ça nous met dans une ambiance très... 19e siècle. Apéro cigare, mais... Un peu vintage. Alors, très vintage. Mais c'est vrai que quand tu regardes la bouteille, honnêtement, les gens ne voient pas à l'émission, là, mais... c'est très viking. On n'est vraiment pas dans le moderne. Ça serait pas un perdu là, sur un set... Exact. dans un décor de GN ou sur un set de film d'époque. Exactement. En tout cas, c'est ça qu'on boit. On boit toujours québécois, fait que à la tienne, à la vôtre. Merci Hélène. Merci Hélène. Cheers. Santé. Oui, cheers. Santé. Santé sans alcool pour ceux hein? qui font le mois de février. C'est vrai, dans le Dry February encore. Exact. Ben non. Comment on dit? Février sobre? Le nom est moins fancy. Février C'est sec. moins le fun que Dry January, non? Dry January, ben tu sais, c'est après les fêtes Dry January, fait qu'il y a un côté très diète de genre, je purifie mon corps de toute cette alcool que j'ai ingéré. Des festivités hivernales. Février, c'est juste, tu veux ceux tirer qui n'ont une pas balle réussi dans en la tête. janvier, Ouais. en fait, on s'en reprend, là. C'est la deuxième prise. C'est le mois le plus court, fait que c'est plus facile. Je pense que C'est vrai, c'est surtout la raison. Ouais. Si Je j'avais pas à faire un mois- porter un jugement, mais moi, c'est ça. J'avais à faire un mois vraiment de... Ça serait février. Ça serait février parce que j'ai comme 2 à 3 jours de moins à gérer. On commence avec 26 jours, on verra après. Hein? C'est ça. Fait que, on est avec Victor. Victor, as-tu une étoile et une brique de la semaine, quelque chose de positif et de négatif qui t'ont marqué courant janvier, début février? Oui, ben pour l'étoile, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais moi, du moins, ça m'a quand même distrait le temps que ça a duré, mais c'était la fameuse saga des ballons chinois qui volaient au-dessus des États-Unis. Je trouvais ça intéressant, moi, de mon point de vue, parce que il y avait un peu une espèce de cacophonie de la classe médiatique et politique américaine là, qui déchirait un peu sa chemise parce que des ballons météorologiques que la Chine avait perdus, qui volaient au gré du vent au-dessus des États-Unis, étaient perçus comme une menace à la sécurité nationale des États-Unis par certains. Ce qui, au final, je pense que le pire des cas, le meilleur scénario, c'est vraiment la Chine a perdu des ballons, puis ils ont maintenant été abattus au-dessus de l'océan Atlantique par des avions de chasse américains. Il y a clairement quelqu'un dans le Zhejiang en ce moment qui n'arrive pas à savoir sa météo. Il va sortir en t-shirt à moins 22, puis il va être frustré. Mais les États-Unis ont stoppé une menace existentielle. Quand un ballon de 3 autobus? Oui, mais c'est ça. Si on parle pas on parle pas quand même d'un ballon à l'hélium là, qu'on peut acheter à l'épicerie au Dollarama. Là. C'était un ballon météorologique qui faisait, je pense, 3 autobus de
large, puis qui avait un appareil électronique quand même assez massif qui servait à mesurer là, les données de l'environnement en Amérique du Nord, du moins. De ce que j'en ai compris, c'est que c'est au final, c'est quelque chose d'assez banal. Ça arrive assez souvent que des ballons météorologiques se perdent. Et c'est confirmé que c'est un ballon météorologique. Ben, selon toutes les autorités qui se prononcent, c'est la version officielle. Maintenant, certains vous diront que c'est un ballon espion. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi utiliser un ballon quand vous pouvez utiliser des drones? On est en l'an 2023 après Jésus-Christ, donc ça me semble un peu ancien régime d'utiliser un ballon à air chaud pour... si vous voulez faire de la reconnaissance de sites stratégiques aux États-Unis. Pire des cas, c'est peut-être juste le gouvernement chinois cherche à tester la réponse américaine lorsqu'un objet volant identifié ou non identifié viole son espace aérien. Mais je pense pas que c'était digne d'autant de drama sur les ondes. Un événement négatif? Moi, je me suis arrêté sur la Floride. Bon. Le concept? Oui, la Floride. Pas les snowbirds. Non, pas la Floride dans son entièreté. Ben, en fait, je pense il y a 2 semaines, le département de l'éducation de la Floride a interdit l'enseignement d'un cours sur l'histoire des Afro-Américains dans les écoles secondaires de la Floride. Et notamment, c'est un cours qui sert à donner plus de contexte et de perspective sur l'histoire, notamment esclavagiste des États-Unis, mais aussi de la Floride. Le curriculum du cours a été jugé par le département d'éducation comme étant trop woke, ici insérer les guillemets que je fais avec mes doigts, et les autorités floridiennes ont finalement remplacé le cours enseigné c'est un cours qui est enseigné déjà dans à peu près 500 écoles aux États-Unis et à peu près 50 écoles en Floride, par un cours qui ne porte pas un regard critique, ou du moins juste de mentionner les faits sur le passé esclavagiste des États-Unis et de la Floride. Ce qui, moi, je trouve, c'est intéressant, même si on se fout un peu de la politique américaine, parce que on voit un peu à l'avant-première la conclusion logique, si vous voulez, de l'espèce de discours, encore une fois, entre les guillemets, là, sur les woke et de cette espèce de fixation sur ce qui se passe dans les milieux universitaires, où est-ce qu'on va trop loin avec les politiques d'inclusion, ou de revenir sur l'histoire, qu'on a un peu ici au Québec, dans nos médias aussi, là, cette réflexion-là. Et là, vous avez un gouvernement en Floride qui, au nom de protéger la liberté d'expression, en vient censurer des livres et même des cours sur un cursus académique. Donc, ça fait un peu réfléchir. Moi, ma réflexion, surtout de quelqu'un qui vient du monde universitaire, qui travaille, qui fait de la recherche, puis qui s'intéresse à ces enjeux-là, c'est sûr que ça me fait penser surtout qu'on a ce débat-là, ici même au Québec, sur la place de la liberté d'expression en milieu académique. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que le gouvernement devrait intervenir dans les universités finalement? Là, vous avez un peu la conséquence de ça en Floride, de ce même discours-là, au nom de lutter contre la chimère woke, si vous voulez. On lutte, on a banni des livres et des cours. Il n'y avait pas aussi, je pense que c'était je sais pas quel état, mais ils ont banni aussi des cours sur l'inclusion LGBT, toute la communauté là, de l'orientation sexuelle au niveau de la diversité sexuelle. Il y a des cours qui ont été bannis dans le sud des États-Unis. On est un peu rendu là. Oui, ça dépasse même les frontières du sud. C'est à peu près dans tous les États qui sont ou dont la législature et le gouvernement sont contrôlés par les républicains. Puis souvent, ce qu'on voit beaucoup, par exemple, c'est de carrément recréer des listes d'index, là, où est-ce qu'on interdit des livres. Puis là, je pense que ça a encore très d'actualité au moment où on enregistre cet épisode, là, mais il y a l'autrice québécoise, Élise Gravel, qui fait des livres pour enfants, que sont un de ses livres qui, je pense, là, si je ne m'abuse, traite, essaie d'expliquer essaie d'expliquer aux enfants l'identité de genre et tout ça. S'est retrouvé sur cette liste-là, a été mis à l'index dans, là, je sais pas quel état précisément aux États-Unis, mais il a été techniquement censuré.
au nom de protéger les enfants de la perversion et de la haine anti-blanc. C'est vraiment... C'est quand vous rentrez dans ce tunnel-là, c'est un peu étourdissant, là, mais c'est bel et bien, ça arrive aux États-Unis à tous les semaines. On apprend des livres qui ont été mis à l'index, des cours qui ont été interdits, des universités qui se font retirer leurs accréditations gouvernementales, comme des fonds gouvernementaux, parce qu'ils enseignent pas la bonne histoire, si vous voulez, ou la bonne parole. C'est un peu paradoxal au fait que, justement, les États-Unis, c'est le pays de la liberté, mais là, on... Ouais, ben c'est comme un peu je défends la liberté d'expression en censurant. C'est comme une espèce de logique circulaire qui fonctionne pas vraiment, là, mais c'est ça. Mais mon point, c'est je dis, faut en regardant ce qui se passe aux États-Unis, puis en voyant ici, par exemple, le climat politique, même ou la discussion qu'on a nous-mêmes sur ces enjeux-là, de la place de la liberté d'expression dans le monde académique, il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. On est un peu une version... on est nord-américain aussi, dans un certain sens, là. Oui, parce qu'il n'y a pas un an ou deux, il y avait une histoire de bouquin brûlé sur l'histoire autochtone au Canada. Oui, mais c'était dans un sens où on voulait brûler des livres autochtones sous une initiative autochtone pour en fait un peu purger un peu ce sentiment. Donc c'était pas du tout dans la même dynamique, mais effectivement il y a eu un gros scandale par rapport à ça. Je me rappelle vaguement de cette histoire-là, mais de mémoire c'était des livres qui étaient au contraire... c'est ça je me rappelle juste avec les livres que moi j'ai lus quand j'étais à l'école primaire là, qui ont très très mal vieilli. Par contre le symbole, je suis pas sûr que c'était la meilleure manière d'exprimer, parce que forcément brûler des livres, il y a toute une connotation surtout au régime totalitaire du 20e siècle, là, notamment le régime stalinien puis le régime hitlérien, donc Mal choisi, mais on comprend le principe, mais peut-être un petit peu trop extrême, là. Moi, je trouve que, certes, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on critique, comment on le critique, puis qu'est-ce que ça apporte, mais ça reste de l'éducation, fait que factuellement, tu peux pas te permettre de supprimer tout un cours sur l'histoire afro-américaine, c'est ridicule, ça représente une partie tellement légitime et tu sais... Je pense qu'il ne faut pas se le cacher aussi, que surtout les conservateurs aux États-Unis qui font ça, l'objectif, c'est précisément d'effacer. C'est ça. Ils vont, si vous voulez, instrumentaliser la question de liberté d'expression, qui est très importante ici aussi, mais aux États-Unis particulièrement, c'est protégé par un amendement puis de la Constitution. Mais je pense que réellement, surtout pour les élus qui passent ces lois-là, l'objectif, c'est précisément ça. Là. C'est pas nécessairement une conséquence qu'on n'avait pas vu venir. Bien sûr. Qui arrive. Moi, ici, dans le cas nous concerne au Québec, moi, la question que je poserais tout le temps à quelqu'un, quand j'ai une discussion sur ce sujet avec quelqu'un, je dis « Ok, mais finalement, c'est quoi la solution? » Si on parle le problème de la liberté d'expression à l'université, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puis souvent, la solution implicite, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de censure, qu'on interdise certaines matières. Tu sais, j'ai déjà entendu des gens dire qu'il faudrait interdire les études féministes ou les études critiques. Là, c'est quoi? C'est déjà, oui, ça irait mal, mais... je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais ce n'est pas que ça, l'UQAM. Mais... Non, c'est vraiment une blague même... très... caricaturale. C'est une caricature. Je veux dire, il y a plus que le département de sociologie, mais ça aussi c'est une blague. Mais même là, j'exagère grossièrement. Je veux dire, l'UQAM, c'est une institution immense avec plein d'horizons, plein de profils, plein de matières, plein de trucs. Donc. Ouais, puis je pense que tous les invités qu'on a eus, je pense, sauf pratiquement, à chaque semaine, on a un invité de l'UQAM à notre émission. Fait que, je veux dire, je pense. Moi, j'aime beaucoup l'UQAM. Je tiens à dire ça. Je pense que c'est facile un peu de prendre en bouc émissaire l'UQAM, parce qu'on a tous ces préjugés-là, ces stéréotypes. Oui, c'est une très vieille blague, puis tout le monde qui est ici depuis un certain... qui en a entendu parler connaît le stéréotype, fait que ça devient facile de... Ce rendu-là, c'est frappé sur un cheval mort. Là, arrête, là. Comment Hélène arrête de faire des blagues sur l'UQAM?
On va passer dans le vif du sujet parce que, honnêtement, on pourra en parler pendant des jours, mais juste pour faire un petit récap de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Donc, juste très, très récemment, il y a encore un Afro-Américain dans le sud des États-Unis, à Memphis, au Tennessee, qui a été mort, qui a été... c'est un homicide qui a été fait par la police. Cette fois-ci, la police était des gens afro-américains. Mais bon, c'est assez récalcitrant. Là, on l'a vu avec George Floyd, on l'a vu aussi dans les années 90 avec Rodney King. Il y a une violence policière. Donc, un autre aspect qu'on peut parler. On peut parler aussi là, de Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, qui fait beaucoup de difficultés à se faire élire à cause justement de son propre parti. Et on peut même parler on pourrait pas dire défaite, mais on pourrait dire que ça n'a pas été facile aux élections de mi-mandat pour les républicains, alors que normalement, ça aurait dû leur être favorable. Donc, peut-être un petit tour d'horizon de ce qui se passe aux États-Unis. What's happening in America? Tu sais, Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une lourde tâche. Oui, quand même. C'est un très, très grand pays avec beaucoup de personnes qui y vivent. Oui, ben... il se passe beaucoup de choses, effectivement. Je pourrais peut-être commencer par le Parti républicain et ses difficultés, du moins électorales, mais ensuite de ça, procédurales à la Chambre des représentants. Là, pour faire le topo rapidement pour les gens qui nous écoutent, il y avait des élections de mi-mandat en novembre 2022. Généralement, et historiquement, en fait, les élections de mi-mandat, c'est souvent un vote de contestation contre l'administration en place. Fait que, généralement, le parti du président, il va perdre des plumes. C'est ce qui s'est passé aux élections de mi-mandat, mais même là, je dis ça, puis c'est pas vrai. En fait, les démocrates ont perdu des plumes à l'une des chambres du Congrès des États-Unis, la Chambre des représentants, mais ils ont conservé leurs acquis au Sénat, qui est la deuxième chambre. Et ils ont conservé plusieurs postes de gouverneurs dans des États. Donc, ce qui était censé, dans les semaines avant l'élection, en novembre 2022, on avait cette espèce de discours-là médiatique sur une vague rouge républicaine qui allait déferler sur le pays, puis que les démocrates allaient se faire lessiver à tous les paliers gouvernementaux. Puis ça, c'est pas produit. Et si les républicains ont réussi à prendre le contrôle seulement de la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis, mais avec une majorité ultra mince, c'est-à-dire que à la Chambre des représentants, vous avez 435 sièges, excusez-moi, et ça vous prend une majorité de 218 pour pouvoir faire passer votre agenda législatif sans qu'il y ait du blocage. Ils ont eu une majorité, je crois, de 3 sièges. Le chiffre exact m'échappe sur le moment. C'est quasiment 50-50, là. Oui, c'est ça. Ouais. Et la conséquence de cette situation-là, c'est que la balance du pouvoir du côté républicain repose entre les mains d'un petit groupe d'élus très conservateurs qu'on appelle le Freedom House Caucus. Pour vous faire le topo là, du Freedom House Caucus, c'est à peu près une vingtaine d'élus qui a été fondé en 2015 et dont leur principal objectif, c'est de réorienter l'agenda du Parti républicain pour qu'il soit beaucoup plus à droite. Donc, c'est vraiment c'est autant sur le plan économique qu'on soit davantage libertarien, moins de big government, là, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que le filet social américain soit coupé, qu'il y ait moins d'avantages sociaux, qu'il y ait moins de restrictions sur l'entreprise, sur la protection de l'environnement, par exemple, mais aussi sur le plan social, c'est de limiter un peu indirectement limiter les droits individuels qui ont été acquis avec le temps. Donc, c'est-à-dire, on est contre l'avortement, on est contre le mariage gay, on veut rendre aux États le droit de se prononcer sur ces enjeux-là. Ce qui est essentiellement, c'est de donner le pouvoir aux États d'interdire l'avortement ou le mariage gay, par exemple. Et la particularité de ces élus-là, c'est que leur modus operandi, si vous voulez, c'est que c'est généralement de faire de l'obstruction législative. C'est-à-dire que pour empêcher le gouvernement, si vous voulez, le Parlement de fonctionner, on s'arrange pour que le vote ait pas lieu, on bloque, on empêche
les votes de passer. Et leur surnom au sein de la colline parlementaire, c'est le Hell No Caucus. Parce que peu importe, c'est ça, peu importe ce que vous leur proposez, on va dire non. Puis la particularité de ce groupe d'élus-là, c'est que ils n'épargnent pas non plus leur propre parti. Et on l'a vu là, avec la nomination de Kevin McCarthy pour devenir président de la Chambre des représentants. Donc, généralement, c'est censé être un truc de formalité. On vote, c'est ça, c'est symbolique, c'est le président de la Chambre. Généralement, tu as la majorité, tu votes pour le choix de ton parti. Sauf que là, vous avez eu une poignée, justement, du Freedom Caucus, une vingtaine d'élus qui ont fait durer le suspense pendant presque 4 jours. Ils ont empêché la nomination de Kevin McCarthy. Mais à l'époque, puis là, on revient en 2017, où est-ce que l'administration Trump cherchait à éliminer l'Obamacare, donc éliminer, dans le fond, l'accès le plus simple aux soins de santé pour une grande majorité d'Américains, qui était un cheval de bataille là, du Parti républicain, là, de détruire l'Obamacare. Ils n'ont pas réussi à le faire parce que le Freedom Caucus ont refusé de voter pour, parce qu'ils trouvaient que ça allait pas assez loin encore. Que c'était pas suffisant de juste détruire, de juste abroger l'Obamacare, mais il fallait aussi s'en prendre, si ma mémoire est bonne, il fallait s'en prendre au Medicaid. Ce qui est ça, c'est essentiellement la pension médicale pour les retraités. Wow. Donc, ils ont pas. Et là, à ce moment-là, il faut le rappeler, les républicains contrôlent la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis, le Sénat et la présidence. Donc, c'est comme si vous ne réussissiez pas à scorer dans un filet désert au hockey, là, essentiellement. Il n'y a aucune opposition. Vous avez la majorité dans les deux chambres. Vous pouvez faire passer vos votes, mais ça a été bloqué par le Freedom House Caucus. Et sur le coup, on pourrait penser que c'est une forme d'obstruction politique qui peut paraître, dans une certaine mesure, être irrationnelle, mais aussi rationnelle parce qu'ils vont négocier en bloquant. Par exemple, dans le cas de Kevin McCarthy, ils ont bloqué le processus de nomination, puis ils se sont négociés des places au sein des puissantes commissions de la Chambre des représentants. Donc, c'est des espèces de comités qui sont chargés de gérer plusieurs dimensions de la vie politique, sociale, économique des États-Unis. Mais en même temps, dès la deuxième journée, il y avait déjà tout ce qu'ils voulaient. Là. Donc, pourquoi ils ont fait durer ça aussi longtemps? L'argument ici, c'est de dire que c'est pas aussi irrationnel qu'on pense, l'obstruction politique, surtout pour ces élus-là, parce que ils vont, eux, leur objectif auprès de leur électorat, c'est souvent de se positionner comme le seul rempart permettant de limiter le pouvoir du gouvernement fédéral, qui pour beaucoup de conservateurs aux États-Unis, c'est un peu comme la réincarnation du diable. C'est-à-dire qu'il y a rien de pire qu'un gouvernement fédéral trop fort. Et au contraire, il faut laisser aux individus le plus possible de droits et de liberté, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur argent, pas de taxes, pas d'impôts. Venez pas me faire chier sur mon terrain, là, essentiellement. Et en faisant de l'obstruction comme ça, même s'il n'y a pas de gain concret à faire, ils signalent un peu à leurs élus que ces élus-là, en fait, ils signalent à leur électorat que, regardez, moi, je fais une bonne job, j'empêche le gouvernement américain de bien fonctionner. On est dans la perception, là. Oui, ça reste... La politique, c'est tout le temps un peu un show puis du théâtre. Ouais. Puis ça, c'est une manière d'en faire. C'est-à-dire, tu veux te présenter comme l'élu qui est anti-big government. Regardez, je suis tellement anti-big government que je jette carrément du sable dans l'engrenage juste pour pas que ça marche. Je fais ça pour vous, là. C'est ça, je fais ça, je le fais pour vous, fier patriote. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que ces gens-là représentent une partie des citoyens et citoyennes américains? Ouais, c'est que, dans le fond, comment ça fonctionne, quand vous êtes représentant au Congrès des États-Unis, vous représentez une circonscription. Oui, ça, je sais qu'au niveau administratif, ils représentent du monde, mais en termes de mentalité et d'idéologie, est-ce qu'ils représentent une mentalité américaine? Je dirais que c'est comme c'est une partie de la droite américaine qu'on va appeler la droite radicale, généralement, qui est... c'est un mélange de trois choses. C'est un sentiment
populiste, qui s'incarne beaucoup justement par une opposition au grand gouvernement, à l'élite de Washington, par exemple. Le second élément très important au niveau idéologique, c'est on va dire, c'est de l'autoritarisme. C'est-à-dire qu'on va avoir une propension on va être plus enclin à accepter, par exemple, des politiques draconiennes de sécurité, afficher un respect envers les forces policières, par exemple, d'augmenter les budgets des forces policières, de l'armée, et on va avoir tendance à vouloir que le leader politique soit généralement un homme fort qui a les deux mains sous le volant et contrôle, que dans le fond, si je peux la meilleure manière de l'exprimer, si on veut que le pouvoir exécutif, donc la présidence, la personne en charge, elle ne soit pas limitée par des freins institutionnels ou des contrepoids, par exemple des tribunaux ou des législateurs ou des lois, par exemple. On tombe dans le socio-historique, mais cette racine-là, en fait, justement, d'une frange qui autoritaire, toutes ces caractéristiques-là, ça vient de où, en fait? Est-ce que ça vient du fait de la géographie américaine, un peu de l'évolution historique des États-Unis? Très rapidement, parce qu'on n'a pas 6 heures, parce que ça, c'est en soi, c'est comme un cours de 45 heures sur ça, c'est ça. Elle a déjà été faite. Ouais. Non, mais pour répondre à ta question qui est super pertinente, honnêtement, moi, je te dirais, c'est un peu dans l'ADN du pays, parce que il faut se rappeler, à la base, les États-Unis sont fondés suite à une guerre révolutionnaire où est-ce que les 13 colonies se rébellent contre la couronne britannique, la couronne britannique qui avait selon les colonies, ils avaient abusé de leur pouvoir, notamment sur la question des taxes. Et ce que les colonistes, je sais pas, en anglais ils disent, mais en français je suis pas sûr que ça se dit très bien. Les colons, les habitants des 13 colonies et leurs élus à l'époque, ce qu'ils revendiquaient, c'était nous on n'a pas de représentation au Parlement britannique, et là on se fait imposer des taxes assez salées, notamment sur les timbres, le thé, le sucre, qui sont des produits qui étaient à l'époque, qui sont encore aujourd'hui des produits quand même assez importants. Et ils s'opposaient à ce qu'on appelait la tyrannie de la couronne britannique, parce qu'on était taxé sans représentation. Et ça, cette idée-là des taxes, puis d'avoir un gouvernement central, un gouvernement, un pouvoir exécutif tyrannique qui nous impose des taxes, c'est un peu resté dans l'opposition entre les Américains et Washington. Puis c'est une des tensions politique fondamentale aux États-Unis entre les gouvernements d'État, comme un peu l'équivalent des provinces ici au Canada, et le gouvernement de Washington. Où est-ce que c'est constamment un jeu de souk à la corde sur les prérogatives de chacun des États, qui a le pouvoir d'agir sur ces questions-là. Et pour les conservateurs, mais surtout les personnes, les gens qui sont plus dans la droite radicale, puis même l'extrême droite, mais toute la question, par exemple, des droits civiques, des droits... je vous donne par exemple le droit à l'avortement, le droit au mariage gay, mais aussi l'abolition de la ségrégation raciale, de l'esclavage. C'est perçu comme le gouvernement central qui se mêle pas de ses affaires. Dans le sens que c'est parce que les droits civiques aux États-Unis, c'est le gouvernement fédéral qui les impose. Et qui par exemple, quand vous violez par exemple la loi sur les droits civiques, c'est le FBI qui vous arrête et qui vous êtes traduit en justice dans une cour fédérale. Et c'est pas la police locale, c'est pas le gouvernement. Donc, il y a cette opposition-là fondamentale envers une autorité centrale, et le mouvement conservateur aux États-Unis, surtout depuis la fin, je dirais en fait depuis les années 30, où est-ce qu'on a imposé le New Deal, puis que c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement de Washington s'est mis à prendre de plus en plus de place dans la vie des Américains et des Américaines. Les mouvements conservateurs à toutes les époques qui se sont incarnés dans le Parti républicain se sont systématiquement opposés au big government de cette façon-là. On allait dire on n'est pas pour la ségrégation raciale, on est pour le droit des États. Le droit de faire quoi? C'est ça. Mais même encore aujourd'hui, quand vous allez trouver par exemple des apologistes
de l'esclavagisme aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, ils vont dire non, on n'a pas fait. Le sud des États-Unis s'est pas battu pour protéger l'esclavagisme, puis protéger puis conserver les esclaves. Il s'est battu pour protéger les droits des États. Tu me diras pas quoi faire. Ouais, c'est ça. Puis là, tu dis, ouais, mais le droit de faire quoi? C'est ça, ultimement, le truc à dire, mais c'est quand même vraiment imbriqué. Puis vous n'avez pas non plus besoin d'être un militant de droite radicale d'extrême droite aux États-Unis. Genre, je veux dire, c'est quelque chose qui est très culturellement ancré, puis on en parlait avant le début de l'émission, mais je vous dis, faites juste regarder une émission, un film américain, et généralement, la personne qui travaille pour le gouvernement des États-Unis, elle n'a pas le beau rôle. À part dans certains cas, puis même dans certains cas, même quand c'est quelqu'un qui travaille réellement pour le gouvernement des États-Unis, il y a tout le temps son supérieur qui lui représente concrètement le gouvernement, que c'est lui qui joue le rôle du méchant, ou du moins la personne qui empêche le héros d'arriver à ses fins puis de réaliser ses objectifs. On parle beaucoup justement de partis de gauche, de droite, puis même d'extrême droite, d'extrême gauche. On dirait que depuis, on pourrait dire, quelques années, il semble avoir eu comme une résurgence, puis c'est, oui, l'époque de Trump, mais même, on dirait qu'il semble avoir une résurgence des extrêmes des deux côtés. On peut voir aussi Ocasio-Cortez, qui représente un peu l'extrême gauche américaine, mettons, là. J'ai mis des guillemets. Ben écoute, on va commencer avec ça, parce que je pense que c'est super, c'est pas impertinent, moi, mettons, ce que je te dirais, c'est que tu as effectivement une montée d'extrême aux États-Unis, mais puis on pourrait parler aussi de polarisation politique, mais je te dirais que c'est surtout asymétrique. C'est-à-dire que, puis le full disclosure, je pense pas qu'il y ait aussi Alexandria Ocasio-Cortez, elle n'est pas d'extrême gauche, mais pas du tout. Puis je te dirais, le Parti républicain, c'est pas un parti d'extrême droite non plus. Il y a des éléments d'extrême droite, mais modéré, plus il en reste plus beaucoup. Là. C'est une espèce en voie de disparition, là, je te dirais, des républicains modérés. Je pense que c'est surtout de mentionner, je dis tout le temps le truc, je dis la gauche américaine, tu sais, la gauche américaine, elle veut plus d'accès aux soins de santé. Puis la droite veut t'empêcher d'aller... Tu sais, comme l'extrême droite américaine veut renverser le gouvernement des États-Unis pour imposer une dictature suprémaciste blanche. Tu sais, il y a comme un... il y a un entre-deux assez... Puis tu sais, quand on parle de... Je pense que la première chose à faire, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'extrémisme, d'extrême? Moi, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est souvent aussi un terme qui est utilisé comme un peu comme une insulte politique. Je pense pas comme toi, je suis pas d'accord avec tes idées, fait que t'es un extrémiste ou t'es un... Là, c'est le point Godwin. Ouais, on tombe rapidement dans les exagérations. Puis, je pense, surtout dans le contexte des États-Unis, là, quand on parle d'extrême droite, on fait surtout référence à une constellation de groupes puis d'acteurs qui sont unis par leur rejet catégorique là, des institutions démocratiques, la croyance en la suprématie de la race blanche et de la religion chrétienne, et l'interprétation de la violence, pas seulement comme un moyen pour arriver à ses fins politiques, mais surtout comme une force purificatrice pour l'individu et la société. Donc, cette espèce d'idée-là que utiliser la violence, ça c'est généralement un point des extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou peu importe, il y a cette idée-là que la violence, elle est légitime pour arriver à ses fins, mais c'est aussi une manière d'améliorer la société et l'individu. Par exemple, dans la droite, l'extrême droite, c'est exercer de la violence politique, c'est pas seulement une manière de faire de vous un meilleur guerrier, mais c'est aussi une manière de purger la société des éléments que nous, on juge indésirables. C'est-à-dire que la fin justifie les moyens, là. C'est plus que ça. C'est non seulement la fin justifie les moyens, mais c'est aussi tu vas devenir une meilleure personne. Ah ouais, selon mon idéologie, le fait d'exercer de la violence politique, ça va faire de toi un meilleur guerrier pour le régime. Comme l'anarchisme d'extrême gauche. Et... Je suis moins expert à ces trucs-là. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il existe de l'extrême gauche aux États-Unis. Là, c'est souvent des groupes d'écologie profonds qui, par exemple, vont s'en prendre à des infrastructures pétrolifères ou des communes anarchistes, des communes aussi communistes. Mais notamment. Là. Mais il reste assez marginal
dans le contexte des États-Unis. Et surtout, ces groupes d'extrême gauche n'ont pas vraiment de support institutionnel. La grosse différence aussi, elle est là. C'est-à-dire que t'as des milices d'extrême droite aux États-Unis qui se font saluer par des élus du Parti républicain ou se font... on les mentionne, on les tolère, on refuse de les condamner. On a même des liens politiques. Par exemple, vous avez eu des élus républicains que la sécurité de leurs événements était assurée par des Proud Boys ou des Oath Keepers qui sont des milices de rue d'extrême droite. Donc, il y a une différence ici qui est fondamentale. Puis l'autre truc, moi aussi, que je mentionnerais, je dis... L'extrême gauche aux États-Unis, si elle existe, elle tue pas mal moins de personnes que l'extrême droite américaine. Puis ça, c'est une donnée statistique qui est indéniable. Je veux dire, je prenais les 5 dernières fusillades de masse qui ont fait les manchettes. Vous allez trouver un manifeste qui parle du génocide blanc puis du grand remplacement par le tireur, là, qui a été écrit par le tireur. Donc, assez effrayant. Et je sais que c'est moins ton expertise, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la montée de l'extrémisme aux États-Unis et celle qui a lieu en ce moment en Europe? Est-ce que ça vient du même sentiment? C'est différent parce que c'est des oui, effectivement, je suis moins un spécialiste de ce qui se passe en Europe, mais c'est des mouvements. C'est un mouvement qui est très transnational, c'est-à-dire que grâce aux technologies de communication, d'information, ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe inversement en Europe ou ce qui se passe au Canada aussi. Je vais donner l'exemple. Au Canada, quand il y a eu l'occupation du centre-ville d'Ottawa par les camionneurs, c'est devenu ça une cause de ralliement un peu partout en Occident pour tous les groupes, que ce soit de droite populiste, de droite radicale ou d'extrême droite. C'était devenu... Même on a tenté un peu partout d'émuler ce qui s'est produit à Ottawa, dans aucun cas avec autant de succès que les camionneurs d'Ottawa. Mais c'est des mouvements qui se parlent puis qui s'inspirent les uns les autres. Donc les victoires des uns viennent galvaniser les mouvements ailleurs. Par exemple, vous voyez, comme par exemple, ça on l'a vu, mais quand le Brexit a eu lieu, ou l'élection de Donald Trump, ben là, vous avez eu un regain de vigueur des mouvements un peu partout dans d'autres pays parce que on voyait que ça fonctionne. On a quelqu'un qui nous a montré comment on pouvait le faire, comment qu'il faut s'adresser au public, comment qu'il faut traiter les médias, comment qu'il faut parler, comment qu'il faut se présenter. Et tout en conservant nos spécificités propres, parce que il y en a beaucoup qui ont essayé d'être juste Donald Trump, mais insérer X pays. C'est le Donald Trump canadien. Le Donald Trump. Même le Donald. Tu sais, même Jair Bolsonaro c'est le bolsonarisme, si on veut en parler, a ses spécificités propres. Là, full disclosure, mais je suis pas du tout un expert du bolsonarisme, mais je connais un peu ça, juste pour savoir qu'il y a quand même un contexte qui est propre au Brésil, qui fait que c'est un peu même fallacieux de faire la comparaison, de dire comme c'est comme le Trumpisme, par exemple. Puis, non, il y a des différences historiques et sociales et politiques assez évidentes. Je vais juste l'effacer. Est-ce que aussi le fait d'avoir la technologie aujourd'hui, en fait, ça renforce, parce que des groupuscules justement qui étaient marginalisés, là maintenant vont trouver une genre d'écho-chambre pour s'exprimer, peut-être? Ben c'est que la technologie, surtout l'Internet, puis les téléphones intelligents, mais aussi toutes les applications de communication instantanée, c'est sûr que ça facilite, ça permet de créer avec beaucoup... Ça permet de partager du matériel, de la propagande, des idées à une vitesse qui était pas possible avant. Les groupes d'extrême droite, par exemple, se parlaient dans les années 20-30 et avant, mais c'était plus au travers, par exemple, de films, de radio, de musique. Même chose, les mouvements... il y a eu une résurgence importante, par exemple, en Occident, des mouvements néo-nazis et d'extrême droite durant les années 70 et 80, mais ils se parlaient beaucoup au travers de la musique. Donc, les bandes de métal, de punk et de rock and roll et compagnie. Mais il y a tout le temps eu... La technologie, en fait, où j'irais dire, c'est que les groupes d'extrême droite, particulièrement aux États-Unis, ont tout le temps été très bons pour utiliser la technologie à leur fin. C'est-à-dire, le premier grand film très populaire aux États-Unis, c'est Birth of the Nation, qui est un film fait par le Ku Klux Klan.
Wow. C'est comme un des premiers grands blockbusters. L'une des émissions de radio les plus populaires alors que la radio émerge dans les années 30, c'est l'émission du frère Coughlin, un prêtre catholique et un antisémite notoire qui vantait les mérites du régime hitlérien, que les États-Unis devraient devenir aussi un régime fasciste, qui a pu œuvrer pendant près de 5 ans avant que le gouvernement coupe le câble. J'ai accroché le micro, pardon. Mais c'est ça, et même un des premiers forums Internet en ligne dans les années 80, c'était le AryanNationLiberty.net. Wow. Et c'était un forum de néo-nazis fait par des néo-nazis américains. Un déterministe et ça s'organise rapidement. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le savoir-faire technologique, l'agilité. Oui, non, mais faut pas. Hélène, c'est de l'observation. Là. Mais c'est pas. Non, mais c'est une observation, puis c'est un truc. Mais c'est des groupes qui n'hésitent pas à utiliser la technologie puis les moyens qui leur sont faits, puis à développer une expertise pour ensuite de ça propager leur message au plus grand nombre. Puis là, tu sais, moi, je me suis arrêté au film, mais probablement que l'utilisation de l'imprimerie puis des journaux dans les années 1800 et tout le kit, ça a probablement servi des causes ultranationalistes et suprémacistes, raciales, un peu partout. Là. Dans mes recherches, moi, je me suis arrêté au cinéma, mais c'est une réalité de la chose. Donc, forcément, maintenant, avec l'Internet, les réseaux sociaux, là, vous créez des liens transnationaux où est-ce que les uns s'inspirent des autres, puis peuvent voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis on devrait faire comme eux, on devrait s'inspirer de eux, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça n'arrive pas en vase clos. Là. Vous avez la prise d'assaut du 6 janvier au Capitole des États-Unis, et 2 ans plus tard, vous avez essentiellement carrément le même événement au Brésil, avec le même taux de succès initial, mais je serais étonné d'apprendre que les gens qui ont participé à l'émeute au Brésil, ils n'étaient pas au courant de ce qui se soit passé aux États-Unis. Ils avaient forcément vu les mêmes images que nous, et ça les a probablement même inspirés. À la défense on parlait tantôt du bolsonarisme, le Trumpiste, lui, en ce moment, il est sur son bateau tranquillement, alors que Bolsonaro, lui, mange du PFK en Floride. Tu sais, honnêtement, on entend quand même des différences. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a cette idée-là, même vous retournez dans l'histoire là, des fascistes italiens, Mussolini, quand les chemises noires marchaient sur Rome, lui, il était très loin de l'action. Là. Ouais. Il était dans un café. C'est très rare que le leader se mette en ligne de front puis soit dans l'avant-garde du mouvement pour risquer les balles ou la violence des autorités. Comme étant l'homme fort, l'homme au contrôle. C'est intéressant parce que justement, on voit surtout l'extrême droite maintenant comme une nouveauté, mais finalement, donc non, tu sais, il y a toujours eu un peu de l'extrême, toujours des franges extrêmes. Toute époque, puis les États-Unis, c'est particulièrement un cas d'école là-dessus. Genre, je veux dire, il y a un livre, si le sujet vous intéresse, il y a un livre de 2 historiens aux États-Unis, Far Right in America, Too Close to Comfort, de Chip Burlett puis Matthew Lyons, mais eux, leur réflexion, c'est que prenez n'importe quelle époque aux États-Unis, vous allez trouver un mouvement réactionnaire, répressif, alimenté par la suprématie de la race blanche, la suprématie chrétienne, une rhétorique démagogique, et qui prend un groupe en bouc émissaire. Au début des années 1800, c'était le Know Nothing Movement. Puis si vous avez vu Gangs of New York de Martin Scorsese, le gang criminel de Bill the Butcher, joué par Daniel Day-Lewis, s'en prend aux Irlandais, aux catholiques. C'était un mouvement qu'on pourrait qualifier d'ultranationaliste et dans une certaine mesure d'extrême droite, un proto-mouvement d'extrême droite américain, si on veut. Si vous remontez, je veux dire, moi je trouve ça fascinant à chaque fois qu'on a la discussion sur Donald Trump a amené les groupes d'extrême droite aux États-Unis, mais je dis on parle quand même du pays où est-ce qu'il y a eu non pas 1 mais 3 itérations du Ku Klux Klan. Donc c'est pas lui qui a inventé le principe des gangs armés qui terrorisent des populations non blanches. Ça prend quand même quelqu'un pour libérer une parole. Puis là, j'utilise des grands mots très... Toujours, puis tu mets le doigt, moi, sur un de
de mes pet peeves, parce que en sciences politiques, il y a la réflexion tout le temps de, bon, comment on explique l'émergence de ces mouvements réactionnaires, répressifs. Et la thèse qu'on entend le plus souvent, c'est celle qu'on va appeler de la pathologie normale des démocraties libérales. Donc ça, concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire que les mouvements d'extrême droite deviennent populaires quand il y a des crises qui frappent les sociétés. Souvent, c'est des crises de nature économique. Et leur message, il passe mieux à ce moment-là. Puis là, on nous dit qu'en ce moment, ce qui se produit, c'est un peu dans les sociétés démocratiques libérales, comme les États-Unis, mais comme le Canada ou les pays d'Europe de l'Ouest, il y a une crise associée à la modernisation de ces sociétés-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de changements, comme la mondialisation, l'immigration de masse, la transformation des valeurs, tu sais, la disparition des valeurs familiales, mais aussi la libération sexuelle des femmes, par exemple, sont des changements profonds qui créent des angoisses existentielles au sein de certaines pans de la population. Et donc, les mouvements réactionnaires, répressifs, de droite, leur base électorale, ce sont les perdants de la modernisation. C'est-à-dire, c'est des ouvriers blancs, pauvres, démunis, conservateurs, qui se rebellent contre l'élite parce qu'ils perdent leur job à cause de la désindustrialisation, parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur société, parce qu'ils trouvent que ça change trop vite. Et ils n'aiment pas la perte de certaines valeurs traditionnelles. Mais c'est intéressant parce que je suis en commerce international au niveau de mes études, puis il y avait un tableau justement depuis les derniers 20 ans, les gains au niveau économique, au niveau en moyenne par population, et les pertes économiques par population, et les villes ont énormément gagné et les régions rurales aux États-Unis ont énormément perdu. Donc, un peu, c'est un sentiment que, peut-être ça, dans le fond, que certaines franges de la population américaine ont le sentiment en ce moment que le tapis leur glisse en dessous des pieds, là. Ça fait 20 ans, tu sais, 20, 30 ans. C'est ça qui est fou, c'est que c'est quoi une crise? Pour moi, ma compréhension de la crise qui est très naïve et pas documentée scientifiquement, c'est que c'est quand même un événement relativement court, choquant, perturbant, qui nous fait passer à autre chose. Là, on parle quand même c'est plus une crise, c'est un mouvement, là. C'est un mouvement qui, mettons, si vous voulez mettre en perspective le mouvement d'extrême droite aux États-Unis, c'est un mouvement qui sa version débute réellement dans les années 60. C'est une réaction aux luttes pour les droits civiques. Donc, moi c'est pour ça aussi que j'adhère pas vraiment à la théorie, par exemple, de la pathologie normale, c'est-à-dire des crises, des trucs. Mais tu sais, j'adhère pas à cette idée-là que je dis, oui, effectivement, la crise économique de 2008 n'a pas aidé. Puis forcément, la désindustrialisation, il y a certains endroits aux États-Unis que c'est, par exemple, en Pennsylvanie ou en Ohio, où vous passez, puis c'est des villes à l'abandon parce que c'était des villes qui étaient bâties autour d'une seule et unique industrie, l'automobile, l'acier, la transformation de matières premières au final. Et ces industries-là ont relocalisé. Il y a forcément une certaine détresse économique derrière ça. Le problème, moi, je pense, c'est le problème d'une lecture pathologique comme ça, c'est qu'on passe sous silence que, au final, la rhétorique de groupes de droite populiste ou de groupes de droite, d'extrême droite, va souvent représenter l'expression extrême de croyances qui sont déjà présentes dans la société où est-ce qu'ils opèrent. Donald Trump n'a pas inventé le racisme aux États-Unis. Il n'a pas inventé l'homophobie, il n'a pas inventé le sexisme, il n'est pas le premier à tenir ce genre. Il l'incarne. Moi, je te dirais, c'est le premier à être très transparent quand il s'adresse à son public. Ouais. C'est la particularité du Trumpisme. En fait, je dis, au niveau des idées, le Trumpisme, c'est le truc qui est particulier du Trumpisme par rapport aux autres mouvements conservateurs des comme 60 dernières années, c'est le protectionnisme économique. Parce que d'habitude, les mouvements conservateurs sont plutôt axés vers le libre-échange puis le free market à tout prix. Mais dans le cas de Trump, à part la question du protectionnisme, ça reste assez similaire. Là. Genre, je veux dire, c'est limiter l'immigration, davantage de sécurité aux frontières, plus de droits aux travailleurs, plus d'avantages, conserver les avantages de la majorité blanche chrétienne, si vous voulez. Mais là où ce que Trump va diverger, c'est dans le style, c'est dans la manière de communiquer. Parce qu'avant Trump,
on avait, tu sais, il y avait cette idée-là chez le Parti républicain, on appelait, c'était le Southern Strategy. Et c'était l'idée qu'il y avait moyen de courtiser l'électorat du sud des États-Unis, surtout l'électorat qui était beaucoup plus raciste. C'était de le courtiser en faisant des appels implicites à ses biais et ses préjugés raciaux. Au travers de ce qu'on appelle là, dans le jargon le dog whistling, là, le sifflet à chien. Donc c'était par exemple, j'en ai mentionné tantôt, là, mais si tu dis pas « je suis pour la ségrégation raciale », tu dis « non, moi je suis pour le droit des États ». Tu dis pas que tu es contre le fait que les populations marginalisées, notamment par exemple les Afro-Américains, aient moins de services et de filets sociaux. Tu dis que tu es contre le big government puis les exagérations de l'État-providence. Tu dis pas qu'il y a une balloune qui est passée dans le ciel, tu dis que c'est les méchants Chinois qui... Ça, c'est une autre paire de manches, mais c'est ça, tu sais, c'est cette idée-là, c'est que tu dis pas ouvertement que ce que tu veux faire. Tandis que là, Trump, carrément, lui, lance sa campagne en 2015 en disant, pas en insinuant, en disant explicitement que tout un groupe ethnique était composé de violeurs, voleurs et criminels endurcis. Là, je veux dire, c'est pas juste on the nose. Là. C'est ouvertement raciste et xénophobe. C'est un peu que lui, en fait, il a pas démocratisé, mais il a vraiment dit, regarde, on va arrêter de mettre des gants blancs, finalement. En fait, c'est non seulement... Il a dit, moi, je ne mettrai pas de gants blancs. Tu sais, je vais m'en prendre. Puis ça, c'est, oui, la rhétorique raciste, misogyne, xénophobe, homophobe, mais aussi les attaques répétées contre les médias, puis les adversaires politiques. La méfiance de l'élite. Tu sais, de jouer vraiment sur le fait que c'est pas juste de dire des médias que c'est pas juste la couverture médiatique, c'est donc de dire carrément, vous êtes des menteurs, vous êtes des... ce que vous faites, c'est de la propagande, des mensonges et tout le kit. Mais c'est le premier à montrer que, tu sais, au final, le Trumpisme, ça va être de dire, fait qu'on peut le faire, et il y aura que très peu, du moins en 2016, il n'y aura pas de conséquences politiques importantes. Parce qu'avant que Trump passe, les stratèges républicains étaient convaincus que non, c'est parce que si on est ouvertement raciste, on va perdre l'élection à côté. On va se faire dégommer. Et ce que Trump a démontré, c'est non, au contraire, tu peux gagner une élection et même être compétitif. Le bémol que je vais apporter là-dessus, c'est qu'il a gagné l'élection de 2016, mais ça n'a pas très bien été après. Il perd monumentalement les midterms. Même s'il dit le contraire, il se fait battre en 2020. Et là, en 2022, je veux dire, les républicains mangent une sacrée volée aussi. Mais en plus de ça, tous les candidats qui se présentaient comme vraiment le Trumpien, très, très intense, puis il y en avait là, des sacrés moineaux, là, ils se sont fait battre à plat de couture, là, dans des États qui sont censés être compétitifs. C'est un peu la fin de son conte de fées, un peu? Ben, moi j'ai l'impression c'est qu'on disait souvent que Donald Trump il est en téflon, là, rien n'y colle, il n'y a rien à faire, mais je pense que le problème, comme je l'ai dit, le problème du Trumpisme, c'est pas les idées de Trump sont... C'est ça, c'est un problème de branding. Puis là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent, par exemple, que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, ça serait le successeur tout désigné, parce qu'il incarne Trump dans les idées, mais il reste comme présentable. Un cliché, là. Il y a beaucoup de critiques de Trump qui étaient d'anciens républicains. Quand vous les écoutez parler, le problème qu'ils ont avec Trump, c'est pas tant les politiques qu'il met de l'avant, c'est le fait que il est vulgaire, il nous fait passer pour un débouffon, il nous fait passer pour des gens pas cultivés. J'ai honte d'avoir un président comme lui. Mais tu dis, oui, mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de telle politique, comme par exemple, la nomination de juges ultra-conservateurs ou de détruire le peu de normes environnementales qui restent aux États-Unis ou toute la gueule, puis ils vont dire, moi, j'ai rien contre ça. Tu sais, comme il y a pas... C'est pas ça le problème, c'est un problème d'image, c'est un problème de présentation plus que de contenu au final. Et de contenant. Ouais. On arrive à la fin de l'émission. Déjà, on n'a même pas fait le tour de toutes les thématiques qu'on voulait aborder. Il y a tellement de choses avec nos amis les Américains. C'est toujours une colonne qui est difficile à faire.
Est-ce que tu aurais une œuvre artistique ou peut-être un événement où on peut se rendre, une activité à faire, quelque chose à voir, lire, à écouter? Je vais vous proposer 2 trucs, si vous me permettez, parce qu'on n'a pas abordé finalement dans l'émission la question de la violence policière et la violence institutionnelle de la police aux États-Unis, et aussi ses liens avec la droite radicale, l'extrême droite américaine. Moi, je vous proposerais une série de balados sur l'histoire de la police aux États-Unis, qui s'intitule Behind the Police, que vous pourrez trouver à peu près partout sur vos plateformes de diffusion. Là. Moi, je trouve que c'est un... Je pense que c'est en 5 épisodes, mais ça fait vraiment d'un peu de la genèse des forces policières, d'où ça vient, de leur itération moderne, les liens avec beaucoup de mots. Par exemple, si vous voulez parler de la police aux États-Unis, c'est difficile de ne pas parler du Ku Klux Klan, surtout dans le sud des États-Unis. Et on aborde aussi la question plus récente de sa militarisation. Donc, si vous voyez avec horreur ce qui se passe aux États-Unis, surtout quand moi je dis tout le temps, à chaque fois qu'il y a un cas d'homicide par la police, c'est tout le temps de plus en plus absurde. C'est tout le temps de plus en plus violent et abject, même si les premiers cas, à la base, c'est abject, mais comme on dirait que c'est tout le temps de plus en plus intense. C'est une série qui donne beaucoup de perspectives sur les institutions des forces policières aux États-Unis. Sinon ça, pour quelque chose de peut-être un peu plus léger, mais pas tant au final, mais moi, la série The Last of Us sur HBO, je suis un grand fan. J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre à chaque semaine les tribulations des personnages principaux, et je pense que c'est une bonne série à regarder. Quoique on vient de sortir d'une pandémie, là, donc regardez une série où est-ce qu'il se déroule dans une pandémie qui a vraiment été pire que la nôtre. Je peux comprendre qu'il y a des gens que ça leur tente pas. Ça remonte pas le moral, disons, là. Ou ça te met plus en perspective, tu dis finalement c'était pas trop pire. C'est ça. C'est ça aussi. Donc The Last of Us à regarder et Behind the Police à écouter. Oui. Merci beaucoup Victor Bardou-Bourgeois. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir partager ma fascination morbide aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, c'est une particulière. On dirait qu'on pourrait manger du popcorn toute la gang puis écouter ça comme un mauvais film, mais on va clairement refaire une deuxième partie, je pense, avec tellement d'autres sujets, parce qu'on pourra en parler pendant comme juste une saison complète. C'est clair. Mais c'est là, c'est fini. 55 minutes, ça passe tellement vite. Merci Jeff, merci Victor. Puis Hélène, on se retrouve dans 2 semaines. Yes. Comme d'habitude. En attendant, on écoute sur toutes les plateformes. Ben oui. On nous suit sur les réseaux sociaux. Puis le seul podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Hein? C'est rien. Merci Victor. C'est un plaisir. Salut.